c'est nous qui avons appelé la France pour nous aider. Avant même l'attaque, j'avais averti les autorités françaises qui se préparaient au Burkina Faso quelque chose contre nous, avec des petits caporaux et sergents qui avaient fui l'armée au temps du général Gueye. Les producteurs de café et de cacao ont mis à exécution leur menace de grève pour dire non au prix bord champ du cacao fixé à 400 francs CFA. Ce prix, ils le trouvent trop bas relativement à leur charge. À Abidjan, les producteurs ont manifesté devant les locaux de l'ex-Kestab. À Agnaman, des tonnes de cacao ont été détruites par le feu. Dans certaines villes de l'intérieur, des corridors ont été bloqués pour empêcher le ravitaillement de la capitale économique en produits vivriers. On a aidé l'État à se libérer de peut-être de mauvaises choses. Mais alors, plus nous le faisons, plus nous mourons, plus nous sommes mal vus. Plus nous sommes mal vus. Et il va falloir que l'État voit un peu dans la situation des producteurs. Les enfants sont là. Nous avons des enfants qui ne sont pas des boursiers. Ils sont dans les universités et tout cela, il faut de l'argent. Les producteurs souhaitent donc la révalorisation de leurs conditions de vie par la satisfaction de leurs revendications, dont les principales sont, outre le relèvement du prix du kilogramme de cacao, le déblocage de l'avance sur commande de 2 milliards de francs CFA des sacs, le financement à hauteur de 2 milliards 500 millions de francs CFA du programme de réglementation cacaoyère et le financement des coopératives à hauteur de 10 milliards de francs CFA chacune. À San Pedro, des brigades de vigilance ont été installées aux portes de la ville pour empêcher les véhicules transportant des produits agricoles, notamment le cacao, d'y avoir accès. Des faits où les gens briment les musulmans, c'est vrai. Il y a des faits où les gens briment les musulmans, c'est vrai. Les policiers, les gendarmes sur les routes briment certains gens du Nord. Ce boubou que je porte, mais l'était interdit en Côte d'Ivoire. Quand vous étiez en boubou, vous étiez sénégalais, burkinabé, malien. Et pour le fait que vous étiez sénégalais, burkinabé, malien, on pouvait vous tuer dans la rue. On pouvait vous tuer dans la rue. Des gens étaient tués. On est même allé jusqu'à pourchasser des musulmans dans les mosquées. Vous imaginez cela? On a vu cela sous Laurent Gbagbo. C'était un État fou. Il y a des faits où les gens briment les musulmans, c'est vrai. Les policiers, les gendarmes sur les routes briment certains gens du Nord. La crise de logement, elle est générale. J'essaie de pousser les jeunes Ivoiriens à créer des entreprises pour construire des bâtiments, mais... Pensez-vous que la gratuité de l'école est effective en Côte d'Ivoire? Non, pour le moment non. Mais j'ai lancé cela. On n'a pas continué. Il faut qu'il y ait non seulement la gratuité, mais l'obligation. C'est-à-dire, vous savez pourquoi je n'ai pas fait voter la loi sur l'école gratuite et obligatoire? Parce que si je vote cette loi-là, un parent d'élève peut me poursuivre. S'il veut mettre son enfant au CPE qui n'a pas de place, puisque je rends l'enseignement obligatoire. Si lui ne met pas son enfant à l'école, moi, il peut le poursuivre. Donc si moi, je ne crée pas les structures pour que son enfant aille à l'école, lui il peut me poursuivre. On n'a pas encore les infrastructures suffisantes. Il faut les faire. Vous pouvez dire rapidement un mot sur ce que les Ivoiriens ont appelé Melcro, le carrefour de l'Indénié qui offre une image. Oui, je peux dire un mot. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui devait faire quoi qui n'a pas fait? Oh, moi je ne suis pas là pour accuser un tel ou un tel. Non, non, non. Je me demande même s'il ne faut pas refaire les échangeurs pour les faire passer plus haut et les faire passer ailleurs. Mais c'est ça qu'il faut faire. Certains observateurs, M. Gbagbo, affirment que la cherté des soins, des médicaments en Côte d'Ivoire s'explique par le fait qu'il n'y a pas de régime fiscal particulier pour le corps médical. La Côte d'Ivoire a ratifié les directives de la CEDEAO selon lesquelles les médicaments et équipements doivent être exonérés d'impôts, de taxes douanières. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas appliqué. Bon, mais si vous me le dites, je le ferai. La troisième voie, c'est l'auto-emploi. C'est pour ça que j'ai promis de créer une banque de l'emploi. Ouais. Ça, c'est l'auto-emploi. Alors, qu'est-ce que ça va ressembler à cette banque de l'emploi? Vous dites? À quoi ça va ressembler, cette banque de l'emploi? Ça ressemblera à une banque. Oui. Et j'insiste pour dire que ça ressemblera à une banque. Notre histoire commence par celle des déchets de la ville. 7000 tonnes à trier et à écouler tous les jours. L'insalubrité est un véritable défi quand on n'a pas d'usine d'incinération. Pour le relever,
un ministre à la salubrité publique. La capitale économique Abidjan s'est développée en un siècle autour d'une lagune. Elle forme aujourd'hui un carré de 10 km sur 10. Le centre-ville, c'est le plateau, un quartier d'affaires et d'administration, connu en Afrique comme le Petit Manhattan. Mais Abidjan est aujourd'hui malade. Beaucoup de quartiers sont en piteux état, presque des bidonvilles. Le pays a traversé des troubles politiques. La campagne est venue gonfler la ville. En 10 ans, la population d'Abidjan est passée de 3 à 6 millions d'habitants. Une mégalopole africaine confrontée à la pauvreté, l'insalubrité, l'insécurité. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, est une ville où règne la pauvreté. La moitié de ses habitants vit ici avec 1 euro par jour. Alors tout le monde cherche à se procurer de quoi s'en sortir, par tous les moyens. Si le ministre est venu ce matin, c'est à cause de ça. Une montagne d'ordures qui grossit jour après jour et qui fait vivre dans des conditions effroyables des centaines d'hommes et de femmes. Nous sommes à Kwedo, où vous avez donc plusieurs quais. Et c'est une décharge contrôlée, mais comme vous voyez, elle n'a rien de contrôlé. En quelques années, la décharge est devenue une colline qui menace la ville. Le ministre a décidé de fermer le site, malgré les protestations. Comment est-ce qu'on peut décemment vous reprocher de renvoyer tout ce monde qui a sur ce truc-là, qui court un risque sanitaire énorme, sous le simple prétexte qu'on vous dise qu'ils ont besoin de vivre, il faut qu'on les laisse patauger dedans. Moi, je ne suis pas d'accord. Théodore Mel a une solution. Il veut ouvrir 2 sites de traitement de déchets, des décharges propres. Mais il n'a pas encore le budget. Pour l'heure, il a une autre urgence. Réussir son opération Abidjan Ville Propre. Qui a dit que Laurent Gbagbo n'a pas de bilan? C'est tellement bien de vouloir tromper et de surtout mentir aux enfants qui sont à peine nés en 1999. Mais parlons de ce que toi-même, Laurent Gbagbo, tu as fait quand tu as eu la chance d'être au pouvoir entre le 26 octobre 2000 et le 11 avril 2000. Si on présente ça aussi à ces nouvelles personnes que tu veux endoctriner et surtout égarer, ça va leur permettre de regarder ce qui s'est passé dans ta gestion calamiteuse et de regarder ce qui se passe aujourd'hui. En matière d'éducation et d'enseignement supérieur, c'est un régime d'enseignants qui viennent au pouvoir. Et avant de devenir président, Laurent Gbagbo se promenait et il disait à qui veut l'entendre, avec simplement 1 milliard, là, on peut construire un pays, une université. Il s'est promené dans le pays pour dire ça aux gens. Les gens disent, hein? Il dit oui, 1 milliard, ça fait 1000 millions. On peut construire une université dans chaque région. Les gens disent, vrai, là, c'est qu'au fond, nous a fait du mal. Donc, ce qu'on va faire, faites-moi confiance. Quand je vais venir là, chaque région aura une université. Il a menti aux gens. Quand Laurent Gbagbo est venu au pouvoir, on s'est dit, une fois arrivé, on s'attendait à des avancées significatives. Surtout que c'était des enseignants. On se disait que eux, ils vont faire la différence. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Au niveau des écoles primaires, Laurent Gbagbo n'a construit que 665 salles de classe. Je dis bien salles de classe. Je n'ai pas dit école. Je n'ai pas dit qu'il a construit 665 écoles. Il a construit 665 classes. Ça veut dire quoi? S'il y a une école qui était déjà là, il y a classe de CP1 jusqu'à CM1. Et puis, il n'y a pas CM2 là. Il vient construire CM2, la classe de CM2, une classe là, c'est fini.
Il a fait ça comme ça dans le pays. Il a construit 666 classes de 2000 à 2011. Donc, à vous-même de faire le ratio et de voir combien de fois il a été incapable d'apporter un plus à l'école ivoirienne. Mais pire, il a été incapable, comme il l'a dit, qu'il allait rendre l'école gratuite. Quand un journaliste lui a demandé « Mais pourquoi tu n'as pas pu rendre l'école gratuite ?» Il dit « Je n'ai pas rendu l'école gratuite parce que si je fais ça, les parents d'élèves vont me poursuivre et vont me mettre en prison. » La vidéo est là et tout le monde peut la voir. Ce que nous disons, nous ne sommes pas dans du sentimentalisme. Nous sommes dans l'exposition des faits. Tout ce que j'ai dit là, les vidéos existent. Mais le pire dans l'histoire, c'est que lorsque vous rentrez, il a été un échec lamentable en matière de construction d'écoles primaires. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire lorsqu'il s'agit des collèges? Les collèges, les chiffres sont muets. Ça veut dire aucun chiffre, aucun collège construit. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, là on va parler de l'université. Lui qui aime à dire à qui veut l'entendre qu'il est enseignant à l'université. Pour eux, ça c'est la limite suprême. Combien d'universités a-t-il construit? 0 université. Le compteur est à 0. 0 université. Ça là, donnez-nous le nom de l'université qui a été construite par Laurent Gbagbo. Ça n'existe pas. Lui qui avait promis une université par région n'aura fait que 0 université de 2000 à 2011. Ça, c'est un bilan qu'il faut retenir. Mais mieux, qu'est-ce que l'enseignant Laurent Gbagbo et sa clique dans leur refondation vont offrir aux Ivoiriens? C'est le vol des diplômes à l'université. Et pour bien faire cela, c'est Charles Blé Goudé lui-même qui montre l'exemple. Une décision d'appel de la commission disciplinaire de l'université de Cocody a pris un arrêté le 9 août 2002 pour sanctionner un assistant nommé le docteur Toro Seri, accusé d'avoir régulièrement proclamé admis à l'UV 321 Charles Blé Goudé et les autres étudiants. Charles Blé Goudé n'était pas le seul qui avait volé la licence, il était avec d'autres étudiants. Puis, il est reproché dans le même arrêté à M. Toro Seri d'avoir sollicité abusivement les services de la scolarité de l'université de Cocody au profit de M. Blé Goudé. Dans une interview qu'il a accordée en 2007 et que nous avions réédité cette semaine, M. Toro Seri déclare « Blé Goudé doit des explications à la Côte d'Ivoire et au monde entier. Blé Goudé sait qui lui a délivré son diplôme. Comment et pourquoi? Pour que nul ne l'ignore, le Nouveau Réveil a publié et republié l'arrêté du ministre Seri Bailly qui confond Blé Goudé. Et donc, ça c'était pour vous montrer que dans leur régime, le vol des diplômes était devenu une habitude. Et je vous mets le lien ici pour que vous partiez voir. Pour ceux qui le souhaitent, on va remettre encore 2 fois. Vous partez lire l'arrêté là-bas. Ça fait 3 fois que j'ai mis le lien. Vous pouvez voir ça là-bas. Voilà ce qu'ils ont fait à l'école ivoirienne. Il faut aussi revenir aux écoles professionnelles. Parce qu'ils sont des enseignants par définition. Et on aurait pu penser que même s'ils avaient échoué partout, ils n'auraient pas échoué sur l'éducation. C'est comme Alassane Ouattara, s'il avait échoué en économie, c'est que c'était la fin du monde. Au niveau des écoles professionnelles, sous Laurent Gbagbo, c'est encore le grand vide. En réalité, le nombre d'écoles professionnelles construites, c'est 0. Et n'oublions pas de vous citer que ce qu'il a plutôt offert à l'école en tant que bilan, c'est de nous permettre d'avoir la FESI qui a prospéré sous le règne de Laurent Gbagbo, qui a été transformée en milice sous son règne, qui a introduit la violence dans les campus, qui a introduit les viols dans les campus, qui a introduit les meurtres et les tortures dans les campus. Voilà le bel héritage que Laurent Gbagbo a laissé à l'école ivoirienne. Il faut s'en souvenir et à vous-même les Ivoiriens d'en être heureux. Quand il s'agit de la sécurité, le bilan en termes de sécurité est 0.
Laurent Gbagbo lui-même, dans des vidéos qui circulent, dit que ce sont des petits caporaux qui sont venus attaquer la Côte d'Ivoire. Mais lui, incapable qu'il est, il a informé les Français. C'est comme un père de famille. Quelqu'un attaque ta famille. Tu dis aux voisins, si vous ne venez pas défendre ma famille, si quelque chose arrive à ma famille, c'est vous qu'on va accuser, vous les voisins. Il dit qu'il a informé les Français que lui, son armée n'a pas été capable de maîtriser des petits caporaux qui avaient fui l'armée de Guy Robert. Et donc, qu'est-ce que Laurent Gbagbo va faire? Il va miliciser les jeunes. C'est-à-dire, il va transformer les jeunes gens en miliciens. Donc, de la chair à canon, gratuitement offerte pour être détruite. Sous le régime de Laurent Gbagbo, avant de prendre le pouvoir, il a juré devant tous les Ivoiriens qu'il allait protéger l'ensemble de 322 462 km². Mais, à peine 2 ans de pouvoir, Laurent Gbagbo va perdre 60% des territoires. Et 60% des territoires qu'on appelle les zones centre-nord-ouest seront sous le contrôle de ceux qu'on appelait les forces rebelles, ou les MPCI, ou les forces nouvelles, c'est la même chose. Et qu'est-ce que Laurent Gbagbo fait? Pour protéger son pouvoir et délaisser la Côte d'Ivoire dans le désordre, il crée une armée tribalisée, une armée remplie d'analphabètes, capable à peine de déchiffrer leur numéro matricule, qui vont devenir des escadrons de la mort et des semeurs de troubles que vous connaissez. Voilà le bilan sécuritaire de Laurent Gbagbo. À l'époque de Laurent Gbagbo, nous n'avions pas de services de renseignement. Les services de renseignement, ce qu'on leur remettait comme argent pour pouvoir dénicher des informations, on les retrouvait finalement couchés dans des hôtels. Est-ce que le chef même de l'armée tribalisée de Laurent Gbagbo, c'est-à-dire Dogo Blé, est-ce qu'il n'a pas été pris dans un hôtel avec une capote là où vous savez, la dame guinéenne, elle a bien fait son travail et ça n'a coûté que 5 millions. Dogo Blé, ça a coûté seulement 5 millions. Ça aussi, je vais te dire ça. Peut-être que la prochaine fois, il faut changer un peu ton goût. On lui a donné seulement 5 millions. Et puis elle t'a tchoum. Bon, là, on passe là-dessus. Parce qu'on est en train de parler des bilans. On n'est pas en train de parler de personnes. Mais le plus vaillant guerrier de Laurent Gbagbo, qui défendait Laurent Gbagbo de façon tribale et de façon aveugle, c'était Dogo Blé. Et vous savez que sa haine était guidée par le terrorisme. En matière de santé, là, ne me demandez pas. Lorsqu'on fait le bilan de la santé de Laurent Gbagbo, aucun hôpital, aucune maternité, mais plutôt même, Laurent Gbagbo promettait aux médecins de les faire remplacer par des vieux ou des stagiaires, ou bien même quand nous prenons l'hôpital général de Divo, c'est de la boue qui coulait dans les robinets. Ça, c'était le bilan en termes de santé. Lorsqu'on parle de la corruption, c'était 0 pointé. C'était la nullité absolue. Aucune lutte contre la corruption. Laurent Gbagbo lui-même, dans une vidéo, nous dit, vous volez, oh. Je vous ai dit, oh, un matin là-haut, on va vous attraper. Tous ceux qui veulent, sur tous les points que je dis, mettez-moi au défi, je vais vous sortir les vidéos une à une. Ah oui, on n'est pas là pour s'amuser. Ceux qui vont là, et c'est pas vrai, oh. On va vous sortir les vidéos là une à une. J'ai bien dit, je me respecte trop et je m'aime trop pour venir dire quelque chose et puis demain là, je n'aurai pas le courage de lever la tête. Lorsque on lui a dit, les gens sont en train de piller l'argent du cacao, il dit oui, je sais, oh, mais je vous ai parlé, oh, un jour là, oh, on va vous attraper, oh, on va vous jeter en prison. Ça, c'était lui, sa manière de lutter contre la corruption comme ça. Il dit, je sais, continuez à voler seulement, mais le jour qu'on vous attrape, c'est votre problème. Le même Laurent Gbagbo va dire, si je tombe, vous tombez. Il le disait à ses chefs militaires qui étaient en train de s'enrichir illégalement et qui pillaient les gens, comme si on était en zone de guerre. Il dit, mais vous pouvez faire ce que vous avez à faire. Moi, ce n'est pas ça mon problème. Protégez mon régime parce que si je tombe là, vous ne pourrez plus être capable de continuer le désordre que vous êtes en train de faire, les vols que vous êtes en train de faire. C'est ça le bilan sécuritaire de Laurent Gbagbo. C'est ça le bilan, la lutte contre la corruption. Voilà ce que Laurent Gbagbo a à faire aux Ivoiriens. En termes de mobilisation des ressources, des recettes de l'État, des impôts, c'était 0 pointé. Les rares fois où ils ont pu récupérer quelques fonds avec
quelques personnes en termes d'impôts, on a retrouvé ces sommes-là dans les poches du fils de Bonu Boabré, en train d'aller dans les maquis avec l'argent du contribuable. Ça, ce sont les bilans de Laurent Gbagbo qu'il faut dire aux Ivoiriens. En ce qui concerne le taux de pauvreté, quand Laurent Gbagbo prend le pouvoir, en 2000, nous sommes autour de 45% de taux de pauvreté. Mais Laurent Gbagbo, lorsqu'il quitte le pouvoir, nous sommes à 50, en 2011, nous sommes à 55,01%. Ça veut dire qu'il a fait un progrès dans le taux, dans l'appauvrissement des Ivoiriens. Ça veut dire, au lieu de diminuer la pauvreté, là, lui, il a fait un progrès en augmentant la pauvreté des Ivoiriens de plus de 10%. Ça veut dire chaque année, là, il faisait augmenter la pauvreté des Ivoiriens. Ça, c'est un bilan et vous devrez être capable de mettre ça devant vous. Les gars, pour leur dire, c'est ce bilan-là qu'il faut expliquer aux Ivoiriens. Pourquoi tu as échoué avant? Si tu ne reconnais pas tes défauts-là, c'est que tu ne peux pas réussir. En ce qui concerne les dettes qu'il a laissées, eux qui s'improvisent économistes de dimanche, il dit quand lui venait au pouvoir, il y avait 4 000 milliards de dettes, mais quand il quittait, lui, il a ajouté 3 760 milliards. Donc, il a laissé une dette totale de 7 760 milliards à la Côte d'Ivoire. Les vidéos existent. Ceux qui veulent nous défier, dites-nous de vous montrer les vidéos. On le fera. En ce qui concerne la liberté d'expression, ça encore, Laurent Gbagbo a laissé un bilan qui fait froid dans le dos. Souvenez-vous que quand on parle de la liberté d'expression, ça veut dire la liberté de pouvoir penser et de dire ce qu'on veut. Quand Laurent Gbagbo prend le pouvoir en 2000, selon Reporters sans frontières, nous étions 159e en termes de liberté d'expression. Mais quand Laurent Gbagbo laisse le pouvoir le 11 avril 2011, figurez-vous à quel niveau nous sommes. Après plus de 10 ans de gestion, nous sommes 159e. Ça veut dire, même le régime de Gueye a fait mieux que lui. Même un régime militaire a fait mieux que lui. Parce que Laurent Gbagbo a commis des déviations et des atrocités qui ne peuvent égaler que l'inimaginable. Personne ne pouvait s'imaginer qu'un Ivoirien pouvait, quand bâillonner et maltraiter les Ivoiriens et les faire passer des vies à trépas pour simplement avoir eu le courage de s'exprimer. C'est ça le bilan de Laurent Gbagbo. Dites qu'aujourd'hui, eux qui estiment que le monde va mal, en plus de 11 ans, la Côte d'Ivoire est restée 159e de 2000 à 2011. Il n'y a pas eu d'évolution. C'était le culte, la promotion de la médiocrité. Parlons de la bonne gouvernance. C'est très important. Aujourd'hui, ils veulent blaguer les jeunes gens. Ils rentrent dans les quartiers. Ils veulent tromper les gens. Mais eux là, s'ils ont bien gouverné, on mesure la bonne gouvernance pas à partir de ce que toi-même tu dis. On mesure la bonne gouvernance à partir de nos partenaires internationaux. C'est-à-dire les rapports de la Banque mondiale, du FMI et les indicateurs de Transparency International. C'est-à-dire les institutions comme par exemple Mo Ibrahim ou même Transparency International, ceux-là même qui mesurent l'indice de la corruption dans les pays. Mais lorsqu'on rentre, lorsqu'on prend ces facteurs pour comparer ces facteurs à la gestion de Laurent Gbagbo, on a tout eu sauf la bonne gouvernance. Ce que Laurent Gbagbo a laissé aux Ivoiriens, c'était la catastrophe absolue. Sous Laurent Gbagbo, nous étions 146e sur 180 pays. Ça, si on vous donne les chiffres et on est clair dans ce qu'on dit là, c'est pour que vous repreniez ça et pour vous mettez devant les gars. C'est un travail d'analyse qu'on fait. En matière de bonne gouvernance, sur 180 pays, sous le régime de Laurent Gbagbo, on était 146e. Le pays était tellement corrompu et le pays était tellement mal géré qu'il suffit de prendre deux rapports de la Banque mondiale. Prenons les rapports de 2006 et de 2008 du FMI qui ont évalué à plus de 400 milliards de francs CFA détournés dans la filière café-cacao. Sous le régime de Laurent Gbagbo, il y avait combien de barrages de police, de gendarmerie? Il y avait des centaines, voire des milliers de barrages dans le pays. Il y avait même des barrages de miliciens. Tout ça pour le racket. Sur plus de 10 ans, il y a plus de 3 000 milliards qui sont partis dans le racket des pauvres populations. Tu te retrouves dans un barrage,
il y a barrage de la gendarmerie, il y a barrage des eaux et forêts, il y a barrage de la police, il y a barrage des militaires, il y a barrage des miliciens. Et on raquettait les gens dans ça. Le cyclone et ses collègues chauffeurs de Baga vous diront ce qu'ils ont vécu à Abidjan. La corruption était, surtout le racket, était quelque chose qui était légalisé. Laurent Gbagbo, en 10 ans de gestion, a fait perdre à notre pays plus de 5 000 milliards en 10 ans à travers la corruption et le racket. Et ça, ce sont des chiffres qui nous sont délivrés par le FMI. Un manque à gagner de près de 8 000 milliards de francs CFA sous le régime du FPI. Mais mieux, pour ceux qui veulent encore qu'on leur donne des détails, je vais vous permettre de lire cet article. Vous allez me permettre. Je vais vous lire cet article du journal Le Patriote, mais je vais mettre le lien d'abord. Là, quand c'est comme ça, ceux qui veulent vérifier avec moi, vous vérifiez. Là, si je mens, vous dites en même temps, là, c'est faux. Tu es en train de dénaturer les faits. Et donc, c'est un article du Patriote qui a été publié le mercredi 23 décembre 2009. Il a pour titre « 10 ans de régime Gbagbo, que de scandales financiers ». À quelque chose, dit-on, malheur est bon. Il aurait fallu que Laurent Gbagbo et le Front populaire arrivent au pouvoir en Côte d'Ivoire pour mesurer la vanité et la vacuité des thèses et prétentions véhiculées pendant les années d'opposition. Que ne nous ont-ils pas dit à la création du Parti socialiste dans les plantations de Dabou et pendant la lutte engagée contre Félix Houphouët-Boigny et le PDCI? Prestement, Gbagbo et les siens s'étaient présentés à nous comme des poches de moralité. Des hommes capables de gouverner autrement et mieux la Côte d'Ivoire. Depuis octobre 2000, à ce jour, soit pratiquement 10 ans, la refondation ne finit pas d'être éclaboussée par des affaires de détournement de deniers publics, de prédation et d'enrichissement illicite. Dans un réquisitoire des plus virulents, l'ancien secrétaire général de la CINESI, par ailleurs militant du FPI, Pierre Kipré, ne disait pas autre chose. Dès les premières heures de l'arrivée au pouvoir, Laurent Gbagbo, le souci majeur de certains d'entre nous dès la prise du pouvoir, aura été la course à l'enrichissement illicite. Un avis partagé par le président Mamadou Koulibaly dans son célèbre texte publié dans la presse, Les blues de la République, où il vitupérait contre l'enrichissement rapide illicite de l'entourage de Laurent Gbagbo. En matière de scandales financiers, l'exercice serait bien fastidieux de vouloir les énumérer tous, tant ils foisonnent et semblent à la vérité être des tares congénitales pour le régime des socialistes ivoiriens. Parlons de la commission sur les achats d'armes. Quand la guerre a éclaté le 19 septembre 2002 dans notre pays, les dirigeants du FPI avaient crié sur tous les toits que des ennemis ont attaqué la Côte d'Ivoire pour faire main basse sur les ressources économiques. Sous le paravent d'un patriotisme débridé, on avait développé toutes les sortes de litanies, jusqu'à ce qu'un rapport de l'ONU vienne faire découvrir le poteau rose. Pendant que la population souffrait des affres de la guerre, les principaux dirigeants du FPI s'en mettaient plein les poches, à travers des commissions faramineuses reçues sur les achats d'armes de guerre. On parle de plusieurs dizaines de milliards que les exédètes du régime ont amassés, des fortunes colossales, dans des transactions militaires, sous la volonté de soi-disant libérer le pays, entre guillemets, couvert un commerce juteux avec des gains importants que les pontes du FPI se partageaient. Le prétexte de la guerre a fécondé de nombreux riches. Parlons des usines fantômes à 100 milliards. Un des plus grands scandales de la refondation reste sans nul doute l'achat de l'usine Fulton aux États-Unis. Les Ivoiriens ont appris un beau matin que notre pays a acquis une usine de transformation de cacao au pays de l'oncle Sam, c'est-à-dire aux États-Unis. Nous en étions fiers quand la nouvelle est tombée comme un coup péré. L'usine en question, introuvable, invisible sur le territoire américain,
aura coûté aux contribuables la bagatelle de 100 milliards de francs CFA. Toutes les enquêtes diligentées sur les terres de Barack Obama et de Donald Trump se sont avérées infructueuses. En des termes clairs, des petits malins au sein du FPI avaient volé cette manne dans les caisses nationales pour se les partager. Dernièrement, une étude faite par les bailleurs de fonds a révélé que 242 millions de francs CFA étaient débloqués chaque mois pour payer des travailleurs de cette usine inexistante. Il fallait le faire. Malgré que l'usine n'existait pas, malgré qu'ils ont volé 100 milliards, jusqu'à ce que Laurent Gbagbo finisse son mandat, chaque mois, on faisait sortir 242 milliards pour payer les employés de cette usine qui n'existe pas. C'est aussi ça le bilan du régime du FPI. Et qui nous a permis de savoir cela? Ce sont les bailleurs de fonds qui ont révélé cela. Parlons des 100 milliards de la Trafigura. On parlera pendant longtemps encore de l'utilisation faite des 100 milliards de la Trafigura, octroyés après un marchandage honteux de Laurent Gbagbo, qui a accepté de faire déverser des déchets radioactifs en Côte d'Ivoire, des déchets nucléaires en Côte d'Ivoire. Trafigura payera 100 milliards pour dédommagement des victimes des déchets toxiques. À dire vrai, les malades des déchets toxiques envoyés à Abidjan par des acteurs de premier plan du FPI n'ont vu que des broutilles et des menus frétins que le pouvoir du FPI a bien voulu leur donner. Le reste de l'important pactole, un peu plus de 90 milliards de francs CFA, a disparu dans la nature, mais bien sûr entre les poches des gourous du FPI PPACI. Devant la nation, Laurent Gbagbo et ses camarades avaient promis de construire des hôpitaux, de nombreux centres de santé, d'acheter des équipements médicaux pour les populations. Que de belles professions de foi, jamais réalisées. Depuis, les Ivoiriens attendent des choux promis, les hôpitaux annoncés, les centres de santé envisagés. Où est donc passé l'argent de la Trafigura? Nos compatriotes s'interrogent depuis des années. Plus de 600 milliards de planteurs ont disparu. Depuis plus d'un an, Tapé Do Lucien, Amouzou Bruno, Angéline Kili, Placide Zungrana et bien d'autres barons de la filière cacao-café croupissent à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, devenue PPACI, pour des détournements présumés portant sur des centaines de milliards. Depuis, ils sont incarcérés sans jugement, comme si l'on ne voulait pas que la vérité éclate au grand jour. Pour un État qui se veut respecter des droits humains, cette attitude cache bien des choses. Tous les recours engagés par les accusés pour que justice soit faite n'ont pu prospérer, comme si des mains occultes bloquaient l'avancée du dossier. Pour sûr, personne n'est dupe en Côte d'Ivoire pour avaler la couleuvre selon laquelle les barons du cacao ont détourné des centaines de milliards sans que ceux qui les ont nommés s'aperçoivent de quelque chose. Même si Laurent Gbagbo nous dit qu'il était tellement occupé par la guerre qu'il a laissé les gens voler l'argent des Ivoiriens. L'argument qui ne peut pas prospérer vise sans doute à cacher les commanditaires de cette vaste escroquerie pour garder en prison que les exécutants. Parlons aussi des milliards du pétrole en coupe réglée. Au nom des affaires sales du FPI, on dénomme la gestion opaque du pétrole qui mérite bien son nom d'or noir sous la refondation. Pendant au moins 7 ans, les chiffres du pétrole ont été gardés dans le silence des salons feutrés de la présidence et du ministère des Mines aux mains d'un protégé de Laurent Gbagbo. Bien plus, l'argent du pétrole n'a jamais fait partie du budget de l'État ivoirien sous Laurent Gbagbo. Pour narguer tous ceux qui se plaignaient de cette situation, Laurent Gbagbo disait que la Côte d'Ivoire n'est pas le Qatar. Une boutade pour minimiser la production nationale. Et pourtant, la réalité est tout autre. En effet, si officiellement, on annonce aux Ivoiriens une production de 50 000 barils par jour, les chiffres réels trahissent les intentions du régime du FPI-PPACI. Notre pays produit un peu plus de 80 000 barils par jour. Où sont donc passés les 30 000 barils
qu'on a volontairement caché aux Ivoiriens sur plus de 10 ans de gestion. On n'a pas besoin de dessins pour trouver la destination. Tout comme le cacao, le pétrole a généré beaucoup de ressources financières qui n'ont pas servi au pays, mais à des intérêts personnels et égoïstes. Quand il dit que c'est Nadi Boma qui le nourrissait, là, chaque jour, il y a 30 000 barils de pétrole qui disparaissaient. Là. Si tu vois que Nadia est collée sur Babo, c'est à cause de l'argent volé. Là. Et si tu as vu qu'elle a forcé, il y avait pas là dans leur mariage, là. C'est pour qu'on mette son nom, pour que son nom puisse être mis sur ces documents-là. C'est pour ça qu'elle est là. Voilà la vraie histoire cachée. Comme moi, je n'aime pas trop rentrer dans les histoires personnelles des gens, mais c'est ça qu'elle a là comme ça. C'est l'argent des Ivoiriens, là. On voit aisément que rien que par ces faits, le régime de Laurent Gbagbo baigne dans la mauvaise gouvernance, enrichissement illicite, marqué par le phénomène des nouveaux riches, la prédation des deniers publics. La gestion opaque de Laurent Gbagbo de près de 10 ans a complètement défiguré la Côte d'Ivoire au point d'être un pays pauvre, très endetté, avec un taux de pauvreté de 55,01%. Pendant que l'oligarchie aux affaires est en pleine jouissance avec l'argent du peuple ivoirien, en croisière permanente, la majorité des Ivoiriens se trouve à la croisée des chemins avec son lot de misère, de malnutrition et de pauvreté ambiante sous le régime de Laurent Gbagbo. Et aux rares individus qui ont osé manifester contre la vie chère, Laurent Gbagbo en fera tuer 2 et finalement présentera ses excuses en reconnaissant un mort. C'est véritablement à rire à gorge déployée quand on entend le candidat des socialistes, Laurent Gbagbo PPACI, en 2025, proposer l'espoir et la prospérité à ses concitoyens. Sachant qu'au lendemain de 10 ans d'obscurité et d'obscurantisme offert par Laurent Gbagbo, il est temps de dire qu'il faut arrêter de se moquer des Ivoiriens. Mais au titre de la mauvaise gouvernance, il faut encore ajouter cette vidéo-là pour que les uns et les autres s'en souviennent. Le leader des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, s'adonnait au faux. Après la perquisition des forces républicaines de Côte d'Ivoire à son domicile, plusieurs objets ont été trouvés. Quand on est arrivé, on a vu que la maison était déjà saccagée par les miliciens. Et voilà les preuves, nous avons découvert des extraits de naissance vierges avec des registres de naissance où les gars se permettaient de faire des faux papiers pour prendre des Libériens pour leur attribuer la nationalité ivoirienne. Moi, je préfère que vous vous présentiez à nos téléspectateurs. Je suis Timaïmi, né le 15 octobre 1967 à Barou Zaoussé, sous-préfecture de Koupela, au Burkina Faso. Vous faisiez des démarches pour octroyer la nationalité ivoirienne à certains... Oui, à son temps, Laurent Gbagbo m'a dit, M. Kim, tous les compatriotes qui veulent se faire naturaliser, de déposer la liste à mon bureau. Et je pense que j'ai fait plus de 2 à 3 000 burkinabés confondus, maliens, guinéens, qui ont été naturalisés par l'ancien président Laurent Gbagbo. Sans une enquête, il a simplement dit, vous voulez la nationalité, je vous donne ça de manière légale. Ça ne sera rien de faire de faux papiers. Et à chaque fois qu'un de mes compatriotes venait me voir, que je vois que c'est quelqu'un qui est intégré, qui apporte un plus à la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raison que je ne prenne pas ces documents et puis présenter ça au président pour que le secrétaire général du gouvernement à l'époque, qui s'appelait Chelou, sorte le décret et envoie au conseil des ministres que le président signe que ce dernier ait sa nationalité. Je pense que c'est quand même aussi un grand pas. Absolument. Et donc voilà en vérité le bilan de Laurent Gbagbo. Et mieux, ce n'est pas tout. Parlons aussi de l'IDH qui fait partie de leur sujet favori. En 2000, lorsque Laurent Gbagbo prend le pouvoir, le régime de Laurent Gbagbo et de Chaka Dian lui laisse un IDH de 0,394, c'est-à-dire le niveau le plus bas de l'IDH. Quand Laurent Gbagbo prend le pouvoir, en 2011, lorsqu'il laisse le pouvoir le 11 avril 2011, Laurent Gbagbo est à 0,394.
445. Ça veut dire il est toujours resté au niveau le plus bas. Ça veut dire que l'IDH de la Côte d'Ivoire n'est jamais sorti du niveau le plus faible. Le niveau le plus bas. Ça aussi, il faut le dire, c'est son bilan. Lorsqu'on parle des projets de la jeunesse, aujourd'hui, ça étonne les jeunes. Mais sachez que Laurent Gbagbo avait un projet pour vous, les jeunes. Le projet de Laurent Gbagbo s'appelait les armes. Si tu voulais réussir, il fallait prendre les armes. Si tu voulais réussir, il fallait être un milicien. Là, comme ça, tu pouvais torturer tout ton quartier. Si tu voulais réussir, tu pouvais aussi réussir par la débauche. C'est le même Laurent Gbagbo qui a dit que les jeunes brouteurs, là, ils n'ont qu'à continuer à faire le broutage parce qu'ils sont en train de faire payer la dette coloniale. Je vous ai dit, oh, si vous me provoquez là, je vais couler les vidéos, les pubs balancer. Dans les maquis, lui-même, il se promenait avec les Jack Lang pour faire la promotion de l'alcoolisme et de la dépravation des mœurs. On était dans une société de l'amusaille. On était dans une société des batifolages. Et en prime, pour ceux qui cherchaient une voie de salut, il y avait les centres d'endoctrinement qu'on appelait les agoras et les parlements, où on invitait les jeunes et ils étaient abreuvés aux mensonges et ils étaient endoctrinés nuit et jour. Et on leur remettait simplement une boîte de sardines et un demi-morceau de pain pour faire ce travail honteux. Vrai là, Gbagbo est trop fort en vaurien. Oh, quelle tristesse, quelle ignominie. Mais Laurent Gbagbo, quand tu vas au tribunal là, tu sais quand on fait mardi gras là, tout le monde peut porter la toge. La toge là, c'est l'habit des juges là. Mais cela ne fait pas de tout le monde des juges ou des avocats, encore moins des intellectuels. Laurent Gbagbo, c'est pas parce que tu as cherché à être président là que les Ivoiriens t'ont aimé. Les Ivoiriens ne t'ont pas aimé quand on a donné le bilan qu'on vient de donner là. Si tu penses que les Ivoiriens t'aiment aujourd'hui, ceux qui sont autour de toi là te blaguent. Les Ivoiriens même ont eu honte et ils se disent mais comment on a fait pour mettre Laurent Gbagbo au pouvoir? Moi, ce que je t'ai dit là, je te dis ça calmement, tonton. Ça peut te faire mal. Toi-même, ton propre village, la route de Mama, là, la route de Ouagayo, tu n'as pas mis mettre goudron. C'est Alassane Ouattara qui est venu mettre goudron là-bas. Ça, la seule, là, c'est une honte éternelle pour toi. Et aujourd'hui, tellement toi-même, tu as honte du FPI, PPACI, COGEP, MGCI, GPS. Tu as changé le nom de ton parti. Là, comme ça, les petits jeunes que tu veux tromper, les enfants qui sont nés en 99, là, tu veux les tromper. Tu penses qu'en changeant, le diable, là, même quand il change de corps, là, il demeure toujours le diable. Parce que tu peux changer 1000 fois le nom du FPI, PPACI, COGEP, MGC, GPS. Ça demeure toujours le FPI. Parce que vous êtes caractérisé par votre manipulation, par votre mensonge, par votre fourberie, par le populisme et par le nationalisme villageois. C'est ça. Ça vous est collé à la peau dure. Et toi, Gbagbo, en toi seul là, on retrouve tous les défauts d'un leader qui est perdu, qui se cherche. Pilotage à vue, décision imprécise, improvisation, incapacité à gérer, démagogie, populisme. Tout ça là, on retrouve ça en toi. Tu veux cacher tout ça là pour dire non, c'est plus le FPI, c'est le PPACI. Mais on te voit. Et ça, là, on va présenter ça aux Ivoiriens propre et simplement. Il n'y a pas de palabre dedans. Donc, voilà le bilan de Laurent Gbagbo. Prenez ça, mettez ça à tous ceux qui sont des gens du PPACI, qui disent que Laurent Gbagbo n'a pas de bilan. Dites-leur, voilà le bilan de Laurent Gbagbo. Et je vous mets au défi de montrer que même une seule information est fausse dans ce qui est dit. En 2010, au moment de la fin de mon pouvoir, la dette totale était de 7 760 milliards. Le leader des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, s'adonnait au faux. Après la perquisition des forces républicaines de Côte d'Ivoire à son domicile, plusieurs objets ont été trouvés. Quand on est arrivé, on a vu que la maison était déjà saccagée par les miliciens. Et voilà les preuves. Nous avons découvert des extraits de naissance vierges
avec des registres de naissance. Les gars se permettaient de faire des faux papiers pour prendre des Libériens pour leur attribuer la nationalité ivoirienne. Moi, je préfère que vous vous présentiez à vos téléspectateurs. Je suis Kim Naemi, né le 15 octobre 1966 à Bangouza aussi, sous-préfecture de Koupela, au Burkina Faso. Vous faisiez des démarches pour octroyer la nationalité ivoirienne à certains... Oui, à son temps, Laurent Gbagbo m'a dit, M. Kim, tous les compatriotes qui veulent se faire naturaliser, de déposer la liste à mon bureau. Et je pense que j'ai fait plus de 2 à 3 000 Burkinabés confondus, Maliens, Guinéens, qui ont été naturalisés par l'ancien président. Sans une enquête, il a simplement dit, vous voulez la nationalité, je vous donne ça de manière légale. Ça ne sert à rien de faire des faux papiers. Et à chaque fois que un de mes compatriotes venait me voir, que je vois que c'est quelqu'un qui est intégré, qui apporte un plus à la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raison que je ne prenne pas ces documents et puis présenter ça au président pour que le secrétaire général du gouvernement à l'époque, qui s'appelait Thielou, sorte le décret et envoie au conseil des ministres pour que le président signe, pour que ce dernier ait sa nationalité. Je pense que c'est quand même aussi un grand pas. Absolument. Et voici un véhicule qui est bloqué actuellement. Voilà. Même les 4x4 sont obligés de rebrousser chemin. Le carrefour de l'Indénié, c'est où coulent les eaux boueuses, les gravats et nombreux nids de poules jonchant la chaussée. Ce carrefour ternit gravement l'image d'Abidjan, autrefois perle des lagunes. Sous la pluie, le carrefour de l'Indénié constitue un véritable fonds de commerce pour certains jeunes qui orientent les conducteurs d'engins vers les nids de poules recouverts par les eaux de ruissellement. Et bonjour les dégâts. Midi, on danse. Tout est devenu concours de danse en Côte d'Ivoire. Varotoscope, podium, oiseaux, vacances et j'en passe. Mais est-ce qu'on va construire la Côte d'Ivoire en dansant seulement? Au jour d'aujourd'hui, on a grossi le cœur. Ça nous fait énormément mal de vivre comme des demi-personnes dans notre propre pays. Il n'y a pas l'argent. Et quand tu vas quelque part, ce sont des maisons qui poussent comme des petits champignons. Et c'est toujours eux. Quand tu as affaire à un d'entre eux là, ils sont partout. La corruption partout. Pendant qu'il y a la guerre, des gens roulent dans des véhicules que nous n'avons jamais vus. Parce que là, ils ont créé vraiment un poison dans l'atmosphère ivoirienne. Donc vraiment, je souhaite que ce pouvoir-là parte, franchement. Si les refondateurs ne peuvent pas gouverner le pays, qu'ils quittent parce que nous en avons assez. Il n'y a pas d'argent, mais c'est des gros cylindres qu'on roule dedans, les voitures de 100 millions. C'est un peu honteux pour un grand garçon comme moi. J'ai 35 ans. Si vous dites que je n'ai pas d'enfant, ça vous surprend. Parce que tu ne peux pas avoir un enfant et puis il n'a pas d'avenir demain. Oh, imagine-toi, si dans 2 ans ou 3 ans, je dois avoir un boulot, avoir un enfant, on travaille jusqu'à 55 ans. Je veux qu'actuellement, mon enfant aura 17 ans quand il va à la retraite. Cet enfant, qu'est-ce qu'il pourra faire? Rien. En 10 ans, le constat est clair. Nous sommes passés de l'excellence à la culture de médiocrité. Avec le pouvoir actuel, on ne peut pas parler de la moralité. Nous voulons un changement total en Côte d'Ivoire. Mais là, on est fatigué du tout, très fatigué. Tout le monde crie, même les fous, ils crient. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, venez sauver la Côte d'Ivoire. Sinon, où on est là, on est mort. Hein. On est mort vivant. La refondation n'en veut plus. Ils se refondent eux-mêmes, mais pas la population. Mais aujourd'hui, quand tu vas même dans des milieux, tu as honte même de dire que tu es ivoirien. Tu as honte de dire que tu es ivoirien. Je ne suis pas révolutionnaire. Mais c'est la vérité que je dis. Il n'y a rien. Le robinet du CHE de Divo. Pénible donc pour le personnel d'exercer au mieux son travail. Cette situation perdue depuis des années. Les populations de Divo lancent un vibrant appel aux bonnes volontés, aux autorités de la ville, afin que la pénurie d'eau à l'hôpital de Divo trouve solution dans un délai raisonnable. Vous convenez avec moi que l'eau est source de vie. Et aujourd'hui, au CHR de Divo, c'est une denrée rare. J'ai l'impression que c'est un fétiche, c'est un mauvais gris-gris dont la présence au CHR de Divo
va contribuer à ruiner toute l'administration. Et j'en appelle, n'est-ce pas, à l'attention des autorités qui le réagissent. Ça fait de l'eau ici, là, c'est grave. Tu es malade, tu es à l'hôpital, tu n'as pas l'eau pour te laver, pour boire, donc c'est pas bien. Donc, ils n'ont qu'à essayer de nous aider. C'est impensable, parce que un CHR, je veux dire que c'est ça qui gère toute la région. Et s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau potable pour les malades qui y viennent, c'est que vraiment, c'est grave. Dans cet hôpital, le plateau technique est défaillant et baigne dans un environnement insalubre. La seule ambulance de l'hôpital ne se porte pas bien. Les différents services du CHR de Divo sont représentés, mais tous ne donnent pas satisfaction aux usagers. Ainsi, la pharmacie de ce centre n'est pas toujours ravitaillée. Un nuage a décollé du ciel pour atterrir dans l'enceinte du ministère de la Défense. Le combat a donc dépassé le cadre des hommes pour atteindre celui de l'Éternel des armées. Dieu garde la Côte d'Ivoire. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Vous vous rappelez ce que j'ai dit un jour? Quand j'ai dit qu'un Burkinabé se sent plus libre à Paris qu'à Abidjan. Ça m'a valu d'ailleurs une dispute avec mon premier ministre de l'époque, Moussa Fagnas. Parce que ça a jeté un aimant. Pourtant, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais... Ce boubou que je porte me l'était interdit en Côte d'Ivoire. Quand vous étiez en boubou, vous étiez sénégalais, burkinabé, malien. Et pour le fait que vous étiez sénégalais, burkinabé, malien, on pouvait vous tuer dans la rue. On pouvait vous tuer dans la rue. Des gens étaient tués. On est même allé jusqu'à pourchasser des musulmans dans les mosquées. Vous imaginez cela? On a vu cela sous Laurent Gbagbo. C'était un État fou. Laurent Gbagbo plonge la Côte d'Ivoire dans le chaos. Moi, j'ai pu penser que c'est par le massacre qu'il pouvait reprendre le pouvoir et continuer à gérer la Côte d'Ivoire. L'État n'a pas un arbre qui produit des feuilles qu'on appelle argent. Les Ivoiriens sont comme les gens qui veulent du beurre, mais qui ne veulent pas contrer la vache. Or, vraiment, c'est avec le lait de la vache qu'on fait le beurre. Je n'augmenterai pas un sou sur le salaire de quiconque. Donc, les gens peuvent se mettre en grève. S'ils se mettent en grève, le résultat qu'ils vont récolter, c'est seulement qu'ils n'auront pas leur salaire. Je ne sais pas rien à faire. Avant de partir, j'ai appelé le Premier ministre comme je le fais d'habitude, et j'ai appelé tous les officiers comme je le fais d'habitude. Je leur ai dit que je m'absentais pour 10 jours au Maroc, parce que mon dentiste m'a dit que j'avais un problème sur la dent, et que lui, savait ce qu'il fallait faire, mais qu'il n'avait pas le matériel pour le faire. Mais qu'il avait un cabinet ami qui pouvait le faire au Maroc et qu'il fallait qu'on y aille. C'est tout. Il n'y a pas de... Donc, regardez mes dents. Elles sont toutes neuves et toutes vertes. Moi, ça me ferait très mal qu'on qualifie M. Laurent Gbagbo de panafricaniste. Et moi-même, je pensais qu'il était panafricaniste quand il était à l'opposition, à travers les discours qu'il tenait. C'était un monsieur que j'admirais beaucoup à travers les discours qu'il tenait. Mais une fois que je l'ai vu à l'œuvre, à l'action, donc ça me fera sourire d'entendre que M. Laurent Gbagbo est un panafricaniste. Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985 de nationalité malienne. Diarra Abdoulaye, né en 1961 de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, Modoun Diaye, Mohamed Kamara, Jean-Pierre Zoungrana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé.